Je vais commencer cette histoire par un matin d'octobre de l'année 1851. Nous sommes sur le quai à bois d'un grand domaine nommé Ravenwood. Il se trouve sur la rive nord du lac Ontario. C'est le moment précis où un lord anglais titré a commis l'erreur la plus coûteuse de sa vie, mais aussi la plus heureuse. Il lui faudrait cependant près de 3 semaines pour le comprendre. Et entre-temps, il connaîtrait une humiliation considérable. Son nom était Lord Everett Sinclair, le comte de Hartwell. Il avait traversé un océan et la moitié d'un continent. Il venait courtiser une héritière qu'il n'avait jamais rencontrée. Il est arrivé dans une diligence louée depuis Kingston. Il était un peu froissé par 2 jours de route, et il était bien plus anxieux qu'un homme de son rang n'aurait jamais voulu le paraître. Il a suivi la courbe de la route qui longeait le lac, dans la lumière grise d'octobre. Il a d'abord vu la grande maison sombre, en retrait parmi les érables. Ses fenêtres captaient le soleil matinal comme du cuivre poli. Puis, bien plus près, il a vu le quai à bois. Il s'avançait dans le lac couleur d'ardoise, et sur ce quai, une jeune femme était accroupie. Elle portait un tablier de toile et une simple robe grise. Elle était penchée sur un registre, posée en équilibre sur son genou. Ses cheveux sombres étaient relevés sous un bonnet de laine pratique. Elle fronçait les sourcils devant une colonne de chiffres. Pendant ce temps, les dockers déplaçaient des caisses de bois autour d'elle. Ils le faisaient avec l'efficacité décontractée de ceux qui ont appris à contourner une personne qui ne bougera pas. Maintenant, je veux que vous regardiez attentivement cette femme, car toute l'histoire que je vais vous raconter réside dans ce qu'elle était vraiment. Lord Hartwell, lui, ne l'a pas regardée attentivement. Lord Hartwell lui a jeté le regard qu'un comte anglais, fatigué et usé par le voyage, réserve à une personne qu'il a déjà cataloguée. Une comptable, une secrétaire peut-être, une femme compétente de la classe ouvrière. Il est descendu de la diligence, a redressé son manteau. Puis il a traversé le quai vers elle, avec l'autorité tranquille d'un homme qui n'a jamais eu à se demander si on lui obéirait. « Vous, là-bas, dit-il, sans méchanceté, je veux être juste avec lui. » Il n'était pas désagréable, seulement sûr de lui. Ce qui, chez les gens de haute naissance et les nobles, peut beaucoup se ressembler. « Je suis le comte de Hartwell. Je viens rendre visite à mademoiselle Oldgate. Je crois qu'elle m'attend. Ayez la bonté de lui faire savoir que je suis arrivé et demandez à quelqu'un de s'occuper de mes bagages. » La femme au tablier de toile leva les yeux de son registre. Elle avait des yeux gris et une expression calme. Une tache de résine de pain marquait le dos de sa main gauche. Elle le regarda un instant avec le calme particulier de quelqu'un à qui l'on vient de confier un problème très intéressant. « Bien sûr, monseigneur, dit-elle. Je m'en occupe tout de suite. Et maintenant, je vais nous arrêter ici. Je vais nous maintenir dans ce matin d'octobre. Le lac est derrière eux. L'odeur du bois coupé flotte dans l'air. Lord Hartwell se retourne déjà vers sa diligence. Il a la certitude confortable que sa commission a été rondement menée. Car voici ce qu'il vient de faire. Il a demandé à Constance Oldgate de s'annoncer à elle-même. Il s'est approché de la femme qui possède chaque planche de bois sur ce quai, chaque hectare de la forêt derrière, la grande maison, la scierie, les fermes des métayers, la façade sur le lac. 12 000 hectares des meilleurs bois durs du Haut-Canada. Et il lui a demandé d'aller chercher son employeur. Elle est à genoux sur son propre quai, dans son propre tablier, avec son propre registre, et elle vient de dire à l'homme venu courtiser sa fortune qu'elle s'en occupera tout de suite. Et elle le pense. Et dans cet instant figé, elle décide exactement de quoi elle va s'occuper. Pensez-y un instant. Gardez cette image en tête. Et avant de continuer, vous savez ce que je vais dire, n'est-ce pas? Surtout ceux qui me suivent depuis un moment. Trouvez le bouton d'abonnement pour Moonlight at Ravenwood. Il est là. Ça ne vous coûte rien. Et ça veut dire que la prochaine histoire vous parviendra dès que je l'aurai terminée. Et j'en ai toujours une autre de prête. Je ne suis pas du genre à laisser un bon feu s'éteindre par manque de bois. Venez avec moi maintenant. Revenons un peu en arrière pour découvrir qui était vraiment cette femme sur le quai. Elle s'appelait Constance Oldgate et elle avait 32 ans. Elle était propriétaire de Ravenwood et de tout ce qui s'y rattachait depuis 4 ans. Depuis la mort de son père, M. Gordon Oldgate. Il avait transformé l'exploitation forestière d'un simple lot de scieries loué en l'une des plus grandes exploitations forestières privées de la province du Canada. Gordon Oldgate avait fait quelque chose qui avait considérablement surpris le comté, mais cela n'avait surpris personne qui l'avait vraiment connu. Il avait tout légué, le domaine,
les droits de coupe, les contrats de la scierie, les comptes, tout. Il avait tout laissé à sa fille, sans condition ni restriction. Il avait 2 gendres qui auraient raisonnablement pu s'attendre à une part. Il les avait regardés tous les deux avec l'affection lucide d'un homme qui aimait ses filles et respectait la vérité. Il leur avait laissé de généreuses rentes et avait laissé tout le reste à Constance. « Elle connaît le bois », aurait-il dit au notaire qui a rédigé le testament. Il l'a dit avec la douce certitude d'un homme qui énonce un fait sur la météo. Elle le connaît depuis qu'elle a 12 ans. Je ne vais pas confier l'œuvre de ma vie à un homme qui ne sait pas distinguer un frêne noir d'un noyer cendré. Simplement parce qu'il est né avec le bon assemblage de parties. Constance fera l'affaire. Constance avait fait l'affaire. Elle dirigeait Ravenwood aux côtés de son père depuis qu'elle était assez grande pour parcourir les lignes de coupe sans être dans les pieds. Elle a pris la relève à 28 ans, avec la compétence tranquille de quelqu'un qui hérite d'une tâche qu'elle accomplissait déjà depuis 15 ans. Elle connaissait les contrats et les bûcherons, le contremaître de la scierie et les rythmes saisonniers de la glace du lac et du flottage du bois. Elle tenait les comptes elle-même, de sa propre écriture, dans les mêmes registres que son père avait utilisés, car elle trouvait que les chiffres avaient une façon de vous dire des choses que les gens hésitaient à dire à voix haute. La plupart du temps, elle s'habillait pour le travail. Elle avait de belles robes. Elle n'y était pas indifférente, mais on ne peut pas parcourir une ligne de coupe en soie, et on ne peut pas s'accroupir sur un registre de quai en crinoline sans faire rire ou inquiéter les dockers. Et Constance avait décidé il y a quelques années qu'elle préférait être utile dans les mauvais vêtements que décorative dans les bons. Ainsi, la plupart du temps, elle ne ressemblait pas à une femme de grande fortune. Elle ressemblait à une femme occupée. Et c'est la première chose que vous devez comprendre à son sujet. La deuxième chose est la blessure. Car dès que le testament Oldgate fut homologué et que le comté comprit l'étendue de ce que Constance avait hérité, ils sont venus. Les prétendants, les fils cadets, les gentilshommes diplômés et les hommes charmants, aux lourdes dettes et aux perspectives légères. Tous arrivaient à Ravenwood avec des lettres d'introduction impeccables, des yeux chaleureux et un intérêt très vif pour 12 000 hectares de bois dur. Elle avait enduré cela pendant 4 ans. À 32 ans, elle était devenue une femme qui savait, avec la certitude lasse d'une longue expérience, comment identifier le moment précis où les compliments d'un gentleman passaient de la personne à la propriété. Le léger changement de focus dans leurs yeux. La façon dont leurs questions sur elle dérivaient inévitablement vers les contrats de la scierie, vers la propriété foncière, les chiffres des revenus. Cette chaleur qui n'était pas du tout de la chaleur. C'était l'appétit, portant le masque de la chaleur. Elle en était fatiguée d'une manière qui ne se voyait pas sur son visage. Mais qui s'était installé dans ses os comme le froid qui monte du lac en novembre? Elle n'était pas amère. L'amertume exige de croire que les choses auraient dû être différentes. Et Constance était trop honnête pour cela. Elle comprenait simplement avec une clarté parfaite qu'elle ne pouvait pas savoir. Pas vraiment. Pas avec une certitude sur laquelle elle pouvait compter. Elle ne pouvait savoir si un homme qui venait à Ravenwood venait pour elle ou pour les droits de coupe derrière elle. Et puis la lettre de Lord Hartwell était arrivée. Une lettre correcte, courtoise, une connaissance mutuelle, l'espoir d'une visite. Tout était parfaitement convenable. Tout était entièrement transparent pour son œil expérimenté. Elle avait failli refuser. Elle avait les mots à moitié formés. Et puis elle avait fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Quelque chose de petit, de tranchant, né de 4 années de trac. Et c'est cette chose qui a tout déclenché. Elle avait donné pour instruction à sa maisonnée que lorsque Lord Hartwell arriverait, Mademoiselle Oldgate serait inévitablement occupée avec les comptes de la scierie. Elle serait incapable de le recevoir formellement pendant plusieurs jours. Il devait être bien accueilli, conduit à ses appartements, nourri et servi en tout point. Et elle, dans son tablier de toile et son bonnet de laine, serait simplement dans les parages pendant son séjour. Et pas une seule personne de sa maisonnée ne devait la trahir. Sa gouvernante, Madame Drummond, avait accueilli cette nouvelle avec l'expression d'une femme qui attendait patiemment ce genre d'invitation. Le contremaître du quai, le vieux monsieur Parr, avait regardé le lac un long moment. Puis il avait hoché la tête une fois, ce qui, de la part de monsieur Parr, équivalait à une ovation debout. La maisonnée avait été, jusqu'au dernier, ravie. Et ainsi,
Quand Lord Hartwell descendit de sa diligence sur le quai de Ravenwood et prit la femme au registre pour une employée, et lui demanda de l'annoncer, Constance Oldgate ferma son livre de compte, le plaça sous son bras et pensa, « Très bien, monseigneur. Voyons de quel bois vous vous chauffez quand personne d'important ne vous regarde. » Elle n'avait aucune idée, pas le moindre soupçon, de ce qu'elle était sur le point de découvrir. Et lui non plus, je peux vous l'assurer. Avant de les laisser continuer, je dois vous dire la vérité sur Lord Hartwell. Car ce n'est pas du tout ce que Constance supposait. Et l'écart entre ce qu'elle supposait et la vérité est le moteur de tout ce qui suit. Everett Sinclair, le comte de Hartwell, était en effet venu au Canada pour courtiser une héritière pour son argent. C'est un fait brut, et il ne se faisait aucune illusion à ce sujet. Et il se détestait pour cela d'une manière qui avait fait de la traversée depuis Liverpool une sorte de misère intérieure particulière. Il n'avait pas été élevé pour être un chasseur de dot. Il avait été élevé à Hartwell Park, dans le Northumberland. Il était le fils aîné d'un père décent et peu pratique, qui avait aimé la terre, mais n'avait compris ni le commerce ni les dettes, et qui était mort il y a 6 ans, laissant à Everett un titre, un magnifique domaine. Et sous le domaine, sous les belles vieilles pièces, les 10 fermes et les plantations de bois, une situation financière que le notaire de la famille avait décrite, avec une retenue étudiée, comme nécessitant un remède immédiat. Everett avait passé 5 ans à tenter d'y remédier. Il avait vendu ce qui pouvait être vendu. Il avait réduit le personnel de la maison à une fraction de sa taille d'antan. Il avait géré les fermes lui-même, en botte, ce que le fantôme de son père aurait trouvé indigne. Il avait été, lui dit le notaire, exemplaire dans ses efforts et insuffisant dans leurs résultats. Monseigneur, avait finalement dit le notaire, sur le ton d'un homme qui livre un diagnostic, vous devez épouser l'argent. Je suis désolé, c'est la simple vérité. Il avait un jeune frère à l'université, 2 sœurs non mariées sans dot suffisante, et une mère qui avait passé sa vie à Hartwell Park et n'avait nulle part ailleurs où aller. Ils dépendaient tous de lui, de cette manière silencieuse particulière dont les familles dépendent de leur aîné. C'est-à-dire, sans jamais vraiment le dire, ce qui rend le poids plus lourd et non plus léger. Une relation avait été suggérée, une mademoiselle Oldgate du Haut-Canada. Fortune indépendante substantielle, non mariée à 32 ans, propriétaire d'une considérable exploitation forestière sur le lac Ontario. Le genre de femme, avait laissé entendre le notaire, qui pourrait accueillir favorablement une offre d'un père du royaume. Étant donné, et ici Everett avait tressailli à l'insinuation, étant donné le passage des années. Il avait écrit sa lettre courtoise. Il avait fait la traversée. Il s'était dit, sur le bateau et sur la route, qu'il serait attentif, qu'il serait courtois, qu'il serait tout ce qui était requis, et qu'il passerait le reste de sa vie à jouer un sentiment qu'il n'éprouvait pas pour une femme qui ne saurait jamais qu'elle avait été trompée. Cela pesait dans sa poitrine comme une pierre avalée tout rond. Il n'était pas, au fond de lui, un homme malhonnête. C'était là toute l'agonie de la situation. On lui avait appris à penser ce qu'il disait et à dire ce qu'il pensait. Et la perspective de construire une vie sur une performance d'amour, de regarder chaque matin à travers une table de petit déjeuner pendant les 40 prochaines années une femme qui se croyait adorée, tout en sachant que ce n'était pas le cas, le rendait discrètement malade depuis avant son départ d'Angleterre. C'est cet homme qui a demandé à Constance Oldgate d'aller chercher son employeur. Pas un méchant, pas un prédateur. Un homme décent au pire carrefour de sa vie, si malade de la malhonnêteté de ce qu'il était venu faire qu'il pouvait à peine regarder la grande maison dans les yeux en marchant vers elle. Ce qui est en fait précisément la raison pour laquelle il n'avait pas regardé attentivement la femme sur le quai. Il n'avait rien regardé en réalité, seulement à l'intérieur de lui-même. Maintenant, considérez ce que cela signifie. Considérez le piège qui vient d'être tendu et sa beauté. Everett Sinclair croyait qu'il devrait jouer un rôle pour mademoiselle Oldgate, être prudent et calculateur et ne jamais baisser sa garde en sa présence. Mais la femme sur le quai, la comptable au tablier de toile, elle n'était personne, une employée sans aucune importance. Le genre de personne à qui un homme pouvait parler sans armure, sans calcul. Car quelle importance pouvait bien avoir ce qu'il disait au personnel? Il la retrouva le lendemain matin, non pas sur le quai, mais dans le bureau de la scierie. Une petite pièce lambrissée de cèdre au bord de la cour de la scierie. Elle y examinait des contrats à la lueur d'une lampe.
à une table couverte de papier. Il avait mal dormi. On l'avait conduit à des chambres confortables. On lui avait servi un excellent dîner. Et on l'avait informé, avec une grande courtoisie, que Mademoiselle Oldgate avait été inévitablement retenue dans les camps de bûcherons éloignés. Elle serait incapable de le recevoir formellement pendant plusieurs jours. Mais il devait considérer Ravenwood comme sa propre maison en attendant. Ed Everett, qui s'était préparé à commencer sa performance immédiatement, s'était retrouvé avec du temps vide, non structuré, pour ne rien faire d'autre que redouter ce qui allait arriver. Il s'était levé tôt, avait marché dans la cour de la scierie dans l'air froid du matin. Il avait vu la lumière de la lampe à la fenêtre du bureau, et sur une impulsion qu'il n'aurait pu expliquer, il avait poussé la porte. Elle leva les yeux. Elle avait un crayon à la main et de l'encre sur les doigts. Et l'expression de quelqu'un qui a été interrompu en plein calcul, mais qui choisit d'être courtois. « Bonjour, monseigneur, dit-elle. Vous êtes matinal. Je dors mal, dit Everett, qui n'avait pas eu l'intention de dire quoi que ce soit. Je vous demande pardon. Je ne voulais pas vous déranger. Vous ne dérangez pas. Elle se retourna vers ses papiers. Il y a du café sur le poêle si vous en voulez. Il y avait quelque chose dans sa manière, une franchise, une absence de manière, qu'il n'avait pas attendu et ne savait pas trop comment gérer. Elle lui parlait comme une personne parle à une autre. Aucune déférence au-delà de ce que la simple courtoisie exigeait. Aucune performance de petitesse. Elle continuait simplement son travail et le laissait faire ce qu'il voulait. Ce qui fut, en l'occurrence, de se tenir près du poêle avec une tasse de café. Il la regardait parcourir les contrats de la scierie avec la patience concentrée de quelqu'un qui aime son travail. « Vous connaissez bien les comptes, dit-il finalement. « Je les tiens depuis 12 ans, dit-elle, sans lever les yeux. Il ne posa pas plus de questions, mais il revint le lendemain matin et le suivant. Parce qu'elle était cette femme comptable, cette personne de rien, cette personne sans conséquence. Elle était le seul endroit honnête à Ravenwood. Il n'aurait pas pu l'expliquer précisément. Seulement quand sa compagnie, dans cette pièce lambrissée de cèdre, avec l'odeur de la sciure et de l'air froid du lac, et le grattement de son crayon sur les contrats, la pierre dans sa poitrine s'allégeait un peu plus à chaque fois. Elle ne lui posait pas de questions sur son titre ou sur Hartwell Park, ou sur ce qui l'avait amené au Canada. Elle parlait du bois, du grain du bois, de la qualité de la récolte d'automne, d'un différend avec un exploitant voisin, sur les droits d'accès au lac. Elle en parlait comme de problèmes à résoudre, non comme de plaintes à partager. Et elle en parlait comme si elle s'attendait à ce qu'il ait quelque chose d'utile à dire. C'est qu'il se surprit à faire. Il en savait plus sur la gestion de domaine qu'elle n'aurait pu l'attendre d'un conte anglais. Pour des raisons qui avaient nécessité 5 ans de dur labeur et d'humiliation. Le 3e matin, elle le battit au cribbage, de manière assez décisive. Le 4e, il lui parla de son frère. Le 5e, il lui parla de ses sœurs et des dots, et de la façon dont tout le poids imbriqué de l'avenir des autres reposait sur ses propres épaules. Et le 6e matin, appuyé sur le cadre de la fenêtre pendant qu'elle équilibrait les comptes trimestriels, il lui raconta le pire. La chose qu'il n'avait dite à personne. La chose qui le rongeait depuis Liverpool. « Je suis venu ici pour épouser une femme que je n'ai jamais rencontrée, » dit-il à la fenêtre, au lac gris au-delà. « Pour son argent, voilà tout. Je dois me présenter, être charmant, et lui laisser croire que je suis sincèrement attiré par elle. Alors qu'en vérité, je ne sais rien d'elle, sauf qu'elle a ce dont ma famille a besoin. » Le grattement du crayon s'arrêta. Je me suis dit, continua-t-il doucement, que des hommes ont fait pire pour moi, et c'est vrai. Mais la chose que je ne peux pas, la chose qui est en moi comme une pierre que je ne peux pas digérer, c'est le mensonge. Elle se croira aimée, elle passera sa vie avec cette croyance, et ce ne sera pas vrai, et elle ne le saura jamais. Et je le saurai tous les jours, je la regarderai chaque matin, en sachant que je suis la raison pour laquelle elle est trompée. Le bureau était très silencieux. Dehors, un geai cria 2 fois depuis le bosquet de cèdres. Je me considérais, dit-il, comme un homme d'un honneur raisonnable. C'est à ce stade presque la seule chose que je pensais encore de bien en moi. Et j'ai traversé un océan pour la dépenser dans un mensonge. Constance Oldgate était devenue tout à fait immobile au-dessus de son registre. Car en 4 ans de lettres et de visites, de performances de salon et de gentilshommes, étudiant la scierie depuis les fenêtres de son salon, en 4 ans à être désirée pour tout ce qu'elle possédait, elle ne s'était jamais trouvée en présence d'un homme
qui avouait à quelqu'un qu'il croyait sans importance que la chose qu'il ne pouvait supporter était la tromperie envers elle. Pas la perte de l'argent, pas l'inconvénient du plan, la tromperie de la femme qui ne saurait pas qu'elle était trompée. Elle n'avait pas su qu'elle attendait d'entendre quelque chose comme ça. Elle n'avait pas su que c'était une chose qui pouvait être dite. Peut-être, dit-elle prudemment au registre. Pourriez-vous envisager de lui dire la vérité? Il rit, c'était un son court et usé. Et perdre la fortune et l'avenir de mes sœurs en une seule phrase? Non. L'honnêteté est un luxe dans ma situation. Ça, je l'ai bien compris. Et si elle préférait votre honnêteté à votre performance? Alors ce serait une femme sur 1000, dit Everett Sinclair. Et je ne la mériterai pas, et ça n'a pas d'importance, parce que je n'ai aucune preuve qu'une telle femme existe. Il s'écarta du cadre de la fenêtre. Pardonnez-moi, j'ai été terriblement impoli de me décharger sur une femme venue équilibrer les comptes trimestriels. Je facture à l'heure, dit Constance. La première était gratuite. Il s'arrêta. Puis il rit de nouveau, différemment cette fois. Quelque chose de réel, de surpris en lui. Je commence à penser, dit-il, que c'est la pièce la plus honnête de la province du Canada. Il n'avait pas entièrement tort. Ce qui suivit fut 12 autres jours identiques. Il venait chaque matin. Il parlait du bois, du droit de la propriété dans la province, de la possibilité d'adapter les pratiques de location anglaise aux conditions foncières canadiennes. Il parlait de cribbage, de la qualité particulière de la lumière sur le lac en novembre. Elle le battit au cribbage 3 fois de plus. Il cessa de la laisser gagner par accident vers le 5e jour et découvrit qu'elle le battait quand même. Il ne pensait pas à Mademoiselle Oldgate. Il pensait, avec une impuissance croissante, à la femme qui tenait les comptes de la Syrie. Et Constance, qui avait commencé cet exercice avec l'intention froide et claire d'étudier un chasseur de dot, jusqu'à ce qu'elle comprenne exactement ce qu'il était. Constance n'étudiait plus. Elle avait cessé d'étudier. Elle n'aurait pas pu dire précisément quand. Elle était simplement présente, de la manière dont on est présent quand on se trouve quelque part où l'on ne s'attendait pas à vouloir être, et que l'on découvre qu'on ne veut pas partir. Elle avait un problème. Elle commençait à comprendre que c'était un très gros problème. Tout arriva à son dénouement un jeudi soir dans le bureau lambrissé de cèdre, dans la dernière lumière de l'automne. La cour de la Syrie était devenue silencieuse, et le lac avait la couleur de l'étain à travers la petite fenêtre. Il avait été silencieux pendant la majeure partie de l'après-midi. Elle avait senti quelque chose travailler en lui, une décision retournée encore et encore comme une pierre dans une rivière. « Je dois vous dire quelque chose », dit-il enfin. Il regardait la lampe plutôt qu'elle, ce qui, elle l'avait appris maintenant, signifiait qu'il était sur le point de dire quelque chose qui lui coûtait. Cela va sonner comme la déclaration d'un homme qui a entièrement perdu la raison, et je crois que c'est peut-être exactement ça. Elle attendit. « Je suis venu ici, dit-il, pour épouser une fortune. Vous le savez. Je vous l'ai dit, et je découvre que je ne peux pas le faire. Non pas parce que je suis trop bon pour ça, car je ne suis clairement pas trop bon pour ça. Mais parce qu'en près de 3 semaines à me faire battre aux cartes, à être contredit sur le droit du bois, et à me sentir pour la première fois depuis très longtemps comme une personne à qui l'on parle plutôt qu'une personne que l'on évalue, j'ai fait la seule chose que je n'avais aucun droit de faire. » Il se détourna de la lampe et la regarda directement. « Je me suis épris d'une femme qui tient les comptes de la Syrie et qui facture à l'heure, qui a de l'encre sur les doigts et qui est courtoise avec moi, alors qu'elle pourrait facilement ne pas l'être. Je suis, de manière très inopportune et avec les yeux, au moins partiellement ouverts, tombé amoureux de vous. » La plume de Constance était très immobile. « Je sais ce que cela signifie, dit-il. Je sais exactement ce que ça coûte. Mon frère, mes sœurs, le domaine. J'ai été très minutieux dans mes calculs, et je découvre que je m'en fiche. Ou plutôt, je m'en soucie beaucoup, et je choisis cela quand même. Parce que je préférerais retourner à Hartwell et faire face aux conséquences, plutôt que de passer un jour de plus à prétendre que je pourrais regarder quelqu'un d'autre à une table de petit déjeuner, sans vouloir que ce soit vous. » Il se redressa. « Je vais aller voir Mademoiselle Oldgate quand elle reviendra, et je vais lui dire la vérité, que je ne peux pas la courtiser parce que je ne suis pas libre de lui offrir un cœur honnête. Et ensuite, je vais vous demander si vous accepterez un homme qui est venu au Canada en disgrâce et qui le quitte dans une autre sorte de disgrâce. Je vais vous demander si vous pourriez m'épouser sans rien à vous offrir, sauf un titre qui coûte plus qu'il ne rapporte
et le plus sincère respect que j'ai jamais eu pour quiconque. Le bureau était très silencieux. Constance posa sa plume. Sa main n'était pas tout à fait stable. Car cet homme, ce comte anglais qui lui avait avoué dès son deuxième matin qu'il était venu à Ravenwood pour la tromper, était maintenant, sciemment, délibérément, les yeux ouverts et le calcul entièrement clair pour lui, en train de renoncer à la chose pour laquelle il avait traversé un océan. Pour elle, la croyance en le sou. Elle avait passé 4 ans à construire des murs. Elle les construisait depuis si longtemps qu'elle avait commencé à croire qu'ils étaient simplement sa forme. Et voici un homme qui avait trouvé la porte qu'elle avait oublié d'avoir laissée ouverte, qui l'avait franchie sans même savoir qu'il l'avait fait. Elle devait le lui dire maintenant, à cet instant, avant qu'il ne sacrifie une chose de plus pour une pauvreté qui n'existait pas. « Everett », dit-elle. Elle n'avait jamais utilisé son nom auparavant. Elle vit son expression changer légèrement au son de ce nom. « Avant que vous ne disiez quoi que ce soit de plus, il y a quelque chose que je dois vous dire. Et vous allez être très en colère, et vous en aurez tout à fait le droit. » Il attendit. « Je ne suis pas, » dit Constance Oldgate, l'employé de la scierie. Il la regarda avec l'expression d'un homme qui n'a pas tout à fait compris. « Il n'y a pas d'employé de scierie, » dit-elle. « Il n'y a pas de comptable, pas de secrétaire, pas de femme de la classe ouvrière. Je suis Constance Oldgate, c'est ma scierie. Ce sont mes contrats de bois, c'est mon lac. J'ai su qui vous étiez dès l'instant où vous êtes descendu de la diligence. Et je vous ai laissé me prendre pour une employée. Et je vous ai laissé vous asseoir dans ce bureau pendant près de 3 semaines et dire chaque chose honnête que vous aviez en vous, pensant que vous le disiez à quelqu'un qui ne pouvait avoir aucune importance. Et c'était une chose méchante à faire, et j'ai su que c'était méchant chaque jour, et je ne pouvais pas m'arrêter, et je suis désolé. Elle se força à soutenir son regard. Il méritait au moins ça. Vous êtes venu ici pour étudier un chasseur de dot, dit-il très lentement. Et c'était moi. Oui. Il resta silencieux un long moment. Elle le regarda repasser les semaines. Elle pouvait le voir le faire, chaque matin dans le bureau, chaque conversation sur le bois et le cribbage, sur ses sœurs et la pierre dans sa poitrine. Tout se rejouait maintenant avec la connaissance de qui avait écouté. Elle vit la blessure arriver. C'était une vraie blessure, et elle était juste, et elle ne détourna pas le regard. « Vous saviez, dit-il, chaque fois que je vous disais que je méprisais ce que j'étais venu faire ici. Vous saviez que je le confessais à la personne à qui j'étais venu le faire. Oui? Et quand je vous ai dit que la chose que je ne pouvais pas supporter était le mensonge. Oui? Vous étiez la femme sur laquelle je montais. Oui? Elle garda sa voix égale. Tout cela, oui? Je l'assume entièrement. Je n'ai aucune défense, sauf que j'étais fatigué et effrayé. Et j'avais été trompé par tant de gens pendant si longtemps que j'ai fait quelque chose de lâche et que j'ai appelé ça de l'autoprotection. Et c'était mal. Et puis ça a cessé d'être de l'autoprotection vers le 4e matin et je ne savais pas comment défaire ça. Et j'ai continué à ne pas savoir comment le défaire jusqu'à maintenant. Quand vous étiez sur le point de vous ruiner pour une femme que vous croyiez sans le sou, et je ne pouvais pas vous laisser faire. Elle se leva. Vous vouliez savoir si quelque chose de tout cela était réel, dit-elle. Voici la seule réponse que j'ai, et c'est la seule chose dont je sois sûr dans toute cette triste affaire. Ce que vous avez dit dans cette pièce sur votre frère, vos sœurs, le domaine, le mensonge que vous ne pouviez pas supporter, tout cela était réel. Je sais que c'était réel, parce que vous l'avez dit en croyant que je ne pouvais avoir aucune importance. Vous l'avez dit à personne. Et à l'instant, vous avez offert de renoncer à tout ce pourquoi vous étiez venu, sciemment, avec les chiffres clairs, pour une femme que vous croyez n'avoir rien de plus à son nom qu'un registre et un poêle à café. Elle prit une inspiration. Comprenez-vous ce que vous m'avez donné? J'ai passé 4 ans certaine que je ne pourrais jamais savoir si un homme me voulait moi ou mes droits de coupe. Et vous venez de le prouver à nous deux, au-delà de tout argument que l'un ou l'autre pourrait avancer. Parce que vous m'avez choisi quand vous croyiez que je n'avais rien. J'étais là. Je vous ai regardé le faire. Everett Sinclair était très immobile. La lampe entre eux vacilla légèrement dans un courant d'air venant de la porte. Puis quelque chose changea sur son visage. Pas le pardon, pas encore, mais le début d'un homme honnête, faisant un calcul honnête. « Vous avez, dit-il prudemment, par la méthode la plus détournée et la plus exaspérante que l'on puisse imaginer, fait en sorte que je ne puisse absolument pas être un chasseur de dot. Oui,
Parce que je vous ai choisi quand je croyais que vous n'aviez rien. Oui. Et vous étiez là. Oui. Et la femme que j'ai choisie en croyant qu'elle n'avait rien, dit-il. Et il y avait quelque chose de presque émerveillé dans sa voix maintenant, se frayant un chemin à travers la blessure. S'avère être la femme dont je suis venu épouser la fortune. Oui. Donc nous sommes, dit-il lentement, les deux seules personnes dans les Canada qui peuvent être entièrement certaines, toutes les deux simultanément, sans aucune place au doute, que nous sommes désirés pour nous-mêmes. C'est bien la forme que ça prend, dit Constance. Il resta silencieux un long moment. Dehors, le lac bougeait contre le quai avec son son bas et patient. « Je suis en colère, dit-il enfin. Je veux être honnête à ce sujet. Vous devriez l'être. Et je suis aussi, dit-il, en train d'essayer très fort de rester en colère et de constater que les mathématiques ne cessent de se mettre en travers. » Il la regarda vraiment, pour la première fois peut-être sans la supposition de qui elle était superposée sur elle. « Je suis venu dans ce bureau pour faire croire à une femme que je n'avais jamais rencontrée que je l'aimais. Et quelque part entre les contrats et le cribbage, j'ai cessé de jouer un rôle. Et vous avez vu cela se produire. Et maintenant vous me dites que la femme pour qui j'ai cessé de jouer un rôle est la même femme pour qui je suis venu jouer un rôle. Oui, dit Constance. C'est l'histoire d'amour la plus inopportune que j'ai jamais entendue, dit le comte de Hartwell. Constance Oldgate sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine qu'elle n'avait pas su être tendue. « Je vous ai dit que je facturais à l'heure, dit-elle. En effet, vous avez eu 12 jours de conversation honnête à un prix considérablement réduit. » Il traversa la pièce, 3 pas sur le sol de cèdre à la lueur de la lampe, dans l'odeur de sciure et d'air froid. Et il prit sa main tachée d'encre dans les siennes, et il la regarda avec l'expression d'un homme qui a traversé quelque chose et est arrivé quelque part d'inattendu et qui choisit d'y rester. « Épousez-moi, dit-il. Pas les droits de coupe, pas la façade sur le lac, pas les 12 000 hectares. Vous, la femme exaspérante et à l'esprit vif, qui m'a battu au cribbage 4 fois et m'a laissé me ridiculiser complètement pendant près de 3 semaines et m'a rendu mon honnêteté par la méthode la plus sournoise possible. Épousez-moi, Constance. Je vous aurais prise sans un shilling et nous le savons tous les deux maintenant, ce qui est la seule chose qui compte. Constance Oldgate, qui avait passé 4 ans à être désirée pour tout sauf elle-même, qui avait construit ses murs et tenu ses registres, et s'était dit que la certitude était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Constance leva sa main libre et la pressa brièvement contre sa bouche, puis elle dit oui, à une condition. Laquelle? Vous me devez 12 jours de conversation honnête, dit-elle. Je vous ai donné un tarif le premier matin et vous n'avez jamais payé. Je dirige une exploitation forestière. Je n'accorde pas de crédit indéfiniment. Everett Sinclair rejeta la tête en arrière et rit. Rit vraiment. De la façon dont un homme rit quand quelque chose qu'il a porté pendant très longtemps se dépose enfin. Et il dit qu'il paierait en totalité avec intérêt pour le reste de sa vie naturelle, et il pensait chaque mot. Ils se marièrent au printemps suivant, avant le début du flottage du bois. Le comté fut surpris, bien qu'il n'aurait pas dû l'être. Madame Drummond ne fut pas surprise du tout. On demanda son avis au vieux monsieur Perry, qui n'en donna aucun. Tout le monde comprit que cela signifiait qu'il approuvait. Le frère d'Everett termina ses études. Ses sœurs furent dotées et mariées, et Hartwell Park fut sauvé. Et Everett a toujours dit, et l'a toujours pensé, qu'il l'aurait laissé partir sans un regard en arrière pour la femme du bureau de la Syrie. Constance a toujours dit qu'elle le savait, et c'est exactement pourquoi elle n'a jamais eu à le laisser faire. Ils dirigèrent Ravenwood ensemble pour le reste de leur longue vie, côte à côte, examinant les comptes à la même table, dans le bureau lambrissé de cèdre. Et la comtesse de Hartwell garda son tablier de toile, son bonnet de laine, et son habitude d'être trouvée dans la cour de la scierie avec de l'encre sur les doigts et un registre sous le bras. Et les visiteurs qui trouvaient leur chemin vers Ravenwood dans les années qui suivirent la prenaient toujours pour une employée. Ils se présentaient à elle avec leur meilleure manière de salon et demandaient à être annoncés à la dame du domaine. Et Constance posait sa plume, les regardait de ses yeux gris et calmes, et les informait agréablement qu'elle s'en occuperait tout de suite. Elle trouvait ça plus drôle à chaque fois. Et le registre qu'elle équilibrait sur le quai ce matin d'octobre, celui qu'elle avait fermé, glissé sous son bras et ramené au bureau pour le finir,
fut toujours conservé sur l'étagère au-dessus du poêle. Ces pages étaient marquées à la colonne où son crayon s'était arrêté de bouger le matin où un homme fatigué et honnête lui avait dit, croyant qu'elle ne pouvait avoir d'importance, que la chose qu'il ne pouvait pas supporter était le mensonge. C'était, comme Constance aimait à le dire, la matinée de conte la plus productive qu'elle n'ait jamais terminée. Vous avez partagé avec moi une tromperie, une confession et une cour qui est arrivée, comme les meilleurs, de manière tout à fait détournée. Je n'aurais voulu que vous en manquiez un seul mot. Si cela vous a laissé quelque chose, une chaleur, un sourire, le petit courage particulier qui vient du souvenir qu'être vraiment vu est possible même quand on a cessé de le chercher, alors je vous demanderai de vous abonner à Moonlight at Ravenwood avant de partir. Ça ne vous coûte rien. Cela signifie que je pourrai vous retrouver avec la prochaine histoire. Et j'ai toujours une prochaine histoire. Et elles valent toujours, je crois, la peine d'être écoutées. Et si vous ne vous abonnez toujours pas, eh bien vous savez maintenant à quel point je suis patiente pour ce qui m'est dû. Revenez me voir, chers amis. Le feu est toujours allumé et la nuit est longue. Et il y a toujours une autre histoire qui attend dans le noir. Bonne nuit. Et faites attention, n'est-ce pas, à la rapidité avec laquelle vous croyez savoir à qui vous parlez. Les pièces les plus importantes ne sont pas toujours celles qui en ont l'air.